Voilà, alors comme ça, vous voyez bien mon écran. Je démarre de suite sur effectivement un exemple d'application sur la détection des espèces d'arbres en milieu urbain avec des méthodes IA, en sachant que ce travail s'inscrit dans un travail collaboratif entre plusieurs laboratoires et notamment un laboratoire d'informatique qui est situé à Mulhouse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un petit rappel de l'historique de cette notion d'intelligence artificielle qui n'est vraiment pas très récente, contrairement même si on en entend parler depuis plus récemment, puisque en fait, si on regarde un petit peu derrière nous, la base théorique et les premiers réseaux de neurones, eh bien, ils ont été créés dès 1943. Et donc, ils ont connu une évolution, on va dire, progressive avec l'amélioration des technologies, l'apparition des ordinateurs, l'augmentation de la puissance de calcul, avec, vous le voyez, dans les années 50, une première conférence qui a donné véritablement naissance à l'étude de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le point de départ formel de l'IA, avec en 57 le premier réseau neuronal capable d'apprendre, ce qu'on appelle le perceptron, avec ici une logique qui s'inspire véritablement du fonctionnement du cerveau humain, qui va essayer de décrire comment les neurones artificiels peuvent être connectés pour effectuer des calculs logiques. Ensuite, dans les années 70, on va avoir une petite traversée du désert. On parle de l'hiver de l'IA, où vraiment les financements pour la recherche s'effondrent un petit peu. On n'a pas encore la puissance de calcul qui arrive derrière, et il faut attendre finalement la formalisation de ces modèles de perceptron multicouches à partir de 1987, et c'est vraiment la thèse de Yann Lequin qui va relancer un petit peu ces approches-là. Donc, on voit aussi que c'est vraiment à la fin des années 90, début des années 2000, que cette notion de deep learning va connaître un boom, et en lien notamment avec l'apparition la création du superordinateur Deep Blue qui va battre le champion du monde d'échecs. Et donc ensuite, il y a eu de nombreux investissements massifs. Les entreprises, les gouvernements s'y sont mis, des financements ont été accordés, et donc on a eu en 2016 l'apparition ici en 2016 jusqu'en 2022, la naissance de ce qu'on a appelé l'IA générative, où véritablement on est dans cette optique finalement, ce rêve un peu fou d'avoir un assistant avec nous pour faciliter la vie. Et donc, vous l'avez vu ces dernières années avec l'apparition de ChatGPT ou encore de Midjourney, qui sont des IA génératives artistiques qui sont sorties et que maintenant qui sont dont on entend beaucoup parler dans le monde courant. Donc, si on regarde un petit peu, toujours pour bien replacer de quoi on parle, quand vous entendez des termes de machine learning, deep learning, intelligence artificielle, il faut bien voir que finalement, le machine learning correspond vraiment à un champ d'études qui va donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé à apprendre. Donc, c'est vraiment une approche qui est fondée sur des analyses statistiques qui vont permettre aux ordinateurs d'améliorer leur performance à partir d'un certain nombre de données et de résoudre explicitement des tâches sans être forcément programmés pour répondre à ces tâches-là. Donc, on voit que le machine learning, c'est vraiment un domaine de recherche qui est très actif. Et on peut le voir ici avec cette représentation que le deep learning, finalement, correspond à une sous-catégorie du machine learning, qui est vraiment une méthode ici d'apprentissage, mais qui s'inspire justement du fonctionnement du système nerveux des êtres vivants, et qui va traiter l'information reçue, et qui va lui-même découvrir et explorer les structures complexes qui sont dans les données. Donc, une représentation un petit peu plus simplifiée pour bien différencier ce qu'on va appeler les approches classiques dites de machine learning et les approches dites de deep learning. C'est dans une approche de machine learning, à partir de données d'entrée, vous allez avoir l'intervention d'un utilisateur, une expertise d'un utilisateur qui va décrire et qui va trouver les attributs les plus pertinents qui vont décrire les données de départ.
et qui vont utiliser ce jeu de données d'entraînement dans un modèle de classification pour pouvoir entraîner le modèle à découvrir et à labelliser et donc à classifier des catégories d'objets. Tandis qu'avec une approche par apprentissage profond ou deep learning, eh bien, on va laisser le réseau de neurones finalement découvrir tous les attributs qui vont permettre de caractériser cet objet pour ensuite pouvoir le classifier. Donc, avant de donner l'exemple sur la classification des essences, on peut voir que si on regarde l'application du domaine de l'intelligence artificielle aux géodonnées, on peut voir que les données d'entrée peuvent être des données vectorielles, mais aussi des données dites de télédétection, donc plutôt de type image. On va avoir 4 grandes catégories d'applications. Ce qu'on va d'abord appeler la détection d'éléments structurants, où on va aller entraîner les modèles sur la base d'exemples et d'imagettes qui vont pouvoir entraîner ce modèle automatiquement pour reconnaître ce type d'objet. Une deuxième catégorie d'applications va correspondre à cette détection d'objets dans l'image plus précis, tels qu'un aéroport, un bâtiment. Donc, on détecte sa présence sans aller plus loin. Un troisième type d'application où on va un petit peu plus loin, c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique, qui rejoint un peu les problématiques ici de classification des modes d'occupation du sol. Donc, à partir d'un certain nombre de données d'entraînement, eh bien, on va pouvoir entraîner le modèle pour reconnaître les différents modes d'occupation des sols. Et enfin, on a une quatrième application où là, au-delà de la détection de l'objet, on va s'intéresser et cibler la recherche sur des objets spécifiques et aller finalement labelliser, coloriser ces objets d'intérêt, comme vous le voyez sur ces illustrations. Donc, on va vous montrer ici un exemple sur la classification des essences d'arbres en milieu urbain, où ici, l'objectif, c'est de voir comment exploiter finalement des séries temporelles d'images satellites qui sont à l'heure actuelle de plus en plus accessibles gratuitement, mais avec des volumes de données qui sont assez massifs et énormes, et donc voir comment les méthodes d'IA vont nous permettre d'apporter une nouvelle connaissance et une connaissance complémentaire pour avoir cette cartographie des essences d'arbres urbains. Donc, je passe la parole à Romain Wenger sur la partie suivante. Donc, je partage la vidéo qui a été présentée par Romain Wenger. Voilà. Donc, dans le cadre de ce travail concernant la classification des essences d'arbres sur l'Eurométropole de Strasbourg, nous avons besoin d'une donnée appelée aussi donnée de référence pour entraîner notre modèle de classification. Donc on a choisi d'utiliser la donnée gratuite proposée par l'Eurométropole de Strasbourg à travers leur portail Open Data, donc la donnée patrimoine arboré, qui est une donnée qui regroupe l'ensemble des arbres du domaine public. Donc on compte un total environ de 83 000 arbres sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, avec une multitude d'informations sur chaque arbre, donc que ce soit son essence, que ce soit la hauteur de l'arbre, la taille de couronne, etc. Donc on compte au total 500 essences dans cette base de données là, et on a choisi de se focus uniquement sur les 10 essences les plus représentées, donc ce qui correspond à environ 50% du jeu de données. Notre zone d'étude est donc l'Eurométropole de Strasbourg, mais pas toute l'Eurométropole, parce que comme vous le constatez sur la carte à gauche de la diapositive, donc l'extension spatiale des images satellites utilisées couper le nord de l'Eurométropole, donc on n'a pas pris en compte dans le cadre de cette étude-là. Donc on a choisi 3 types d'images satellitaires. Donc on a tout d'abord des images à très haute résolution spatiale Pléiade à 50 cm de résolution spatiale en point chromatique. On va venir un peu plus dans les détails sur les données satellitaires par après. Les données PlanetScope à 3 mètres de résolution spatiale et les données Sentinel-2 à 10 mètres de résolution spatiale. Concernant les images Sentinel-2, donc ce sont des images qui ont une résolution spatiale de 10 à 20 mètres en fonction des bandes spectrales. Donc, par exemple, on a 4 bandes spectrales à 10 mètres de résolution spatiale et 6 bandes à 20 mètres de résolution spatiale avec une revisite tous les 5 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on a une image de chaque point de la Terre environ tous les 5 jours.
Ce qui est intéressant à travers ce capteur, c'est qu'on a une grande diversité spectrale dans le proche infrarouge et dans le moyen infrarouge qui permet de suivre avec précision la végétation. On a calculé un indice de végétation, aussi appelé NDVI, pour chacune des dates à notre disposition, et en enlevant les images ayant des nuages. Donc on a obtenu pour l'année 2022 22 acquisitions sur Strasbourg de résolution spatiale et 6 bandes à 20 mètres de résolution spatiale avec une revisite tous les 5 jours. Donc c'est-à-dire qu'on a une image de chaque point de la Terre environ tous les 5 jours. Ce qui est intéressant à travers ce capteur, c'est qu'on a une grande diversité spectrale dans le proche infrarouge et dans le moyen infrarouge qui permet de suivre avec précision la végétation. On a calculé un indice de végétation, aussi appelé NDVI, pour chacune des dates à notre disposition, et en enlevant les images ayant des nuages. Donc on a obtenu pour l'année 2022 22 acquisitions sur Strasbourg. Concernant le capteur PlanetScope, donc c'est une donnée à 3,125 mètres de résolution spatiale avec cette fois-ci non plus une image tous les 5 jours mais une tous les jours, qui est interopérable spectralement avec Sentinel-2. Donc c'est-à-dire que les spectres d'acquisition sont assez similaires à Sentinel-2. Donc pour ce produit-là, on avait un produit à 4 bandes spectrales, donc allant du bleu au proche infrarouge. On a également calculé l'indice de végétation NDVI pour chacune des dates et on a eu à disposition 53 acquisitions sans nuages sur Strasbourg pour l'année 2022. Et enfin, le dernier capteur utilisé, c'est le capteur Pléiade avec, tout comme Planète, 4 bandes spectrales, 4 bandes multispectrales, pardon, du bleu au proche infrarouge, avec une bande spectrale supplémentaire qui est la bande du panchromatique. Donc les bandes multispectrales sont à 2 mètres de résolution spatiale et la bande du panchromatique à 50 cm de résolution spatiale, donc ce qui nous a permis, à travers une méthode qu'on appelle le pan sharpening, de passer les bandes à 2 mètres de résolution spatiale à 50 cm. Donc c'est un capteur qui propose des acquisitions sur commande et nous on a eu à disposition 4 acquisitions pour Strasbourg, sur Strasbourg pour 2022. On a également calculé un indice de végétation pour chacune des dates, mais également un modèle numérique de surface à travers ce qu'on appelle la tristéréoscopie pour chacune des dates. Donc ce modèle numérique de surface là a été calculé grâce au service de traitement de Dataterra appelé DSM-Opt. Petit point de précision concernant les données Sentinel-2, donc on a eu besoin de ce qu'on appelle une co-registration, car on avait remarqué, vous le voyez sur le GIF à droite de la diapositive, un saut pour une date, notamment assez marqué pour une date, la date d'avril. On voit qu'il y a un léger décalage, et donc ce décalage-là peut poser problème lorsqu'on travaille sur des couronnes d'arbres qui, pour certaines, sont inférieures à la taille du pixel de Sentinel-2. Donc on a des fois des couronnes d'arbres qui sont inférieures à 10 mètres, comme on le voit sur l'écran, le long des quais au sud de Strasbourg. Et on a vu du coup pour cette date d'avril, on avait un décalage de 10 mètres, comme montré sur le graphique juste en haut. Donc on a décidé d'utiliser cette approche de co-registration avec l'algorithme CoRegis, et en choisissant la date de référence comme étant la date du 13 juin. Pour la méthodologie générale, donc on a utilisé une approche classique supervisée avec un algorithme de random forest, donc une multitude d'arbres de décision qui travaillent en parallèle. Donc pour l'approche, on a comme donnée de référence du coup la donnée patrimoine arboré, fournie par l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que nos 3 capteurs, nos 3 données satellitaires, donc les données Sentinel-2, les données Planète et les données Pléiade, qu'on a tout simplement concaténées pour chacune des bandes et chacune des dates pour former notre jeu de données et ainsi entraîner le modèle et produire des résultats de classification.
Dans le cadre de ce travail-là, on a testé 2 approches. Donc la première a concerné la bufferisation des couronnes, donc faire une zone tampon autour des points de chacun des arbres en fonction de la couronne théorique, qui est une information qui est présente dans la donnée de patrimoine arboré. Et la seconde approche, donc on a choisi de faire une segmentation d'images autour de chaque arbre, donc en segmentant l'imagerie Pléiade à 50 cm, en utilisant un algorithme de partage des eaux, aussi appelé watershed en anglais. Une fois que nous avions ces 2 fichiers vectoriels, donc on a calculé des statistiques zonales en dessous de chacune de nos images pour construire le jeu de données, donc pour chacune des dates et chacune des bandes spectrales de chacun de nos capteurs. On a choisi de calculer la médiane pour chacune des dates afin d'avoir le pixel le plus pur possible pour chacun de nos polygones. Ce qui permet au final d'éviter les pixels qui pourraient être bruités, que ce soit des toits ou des routes ou tout autre objet artificialisé et imperméable, qui ne correspondrait pas au final à un arbre. Donc après séparation du coup de nos différents jeux de données, donc on a constitué un jeu d'entraînement pour entraîner le modèle et un jeu de test pour tester le modèle. Donc on a fait différentes séries de tests, en combinant les différentes données d'entrée et les différentes données exogènes, donc le NDVI et le modèle numérique de surface. Les meilleurs résultats obtenus concernent le premier test, la combinaison des données Sentinel-2, Pléiade, Planète, ainsi que des NDVI et des modèles numériques de surface pour chacune des dates, Pléiade. On arrive à détecter environ 73% des essences d'arbres du jeu de test sur l'Eurométropole de Strasbourg. Mais un autre point très intéressant à travers cette étude-là, c'est qu'en utilisant uniquement de l'imagerie à haute résolution spatiale, donc l'imagerie Sentinel-2 et Planète, on arrive à des résultats quasi similaires. On est à 0,7080 d'accuracy, donc on perd uniquement environ 2% de précision en utilisant juste de l'imagerie gratuite à haute résolution, à 10 mètres et à 3 mètres de résolution spatiale. On a aussi remarqué qu'on peut se passer du calcul qui est souvent coûteux des modèles numériques de surface et de NDVI et qu'on perd que 1% environ en se passant de ces données-là. Si vous voulez plus de résultats visuels, vous avez le lien ici pour aller vers une carte interactive des différents résultats sur le jeu de test. Donc pour conclure ce travail, le machine learning et les séries temporelles d'images satellites offrent des résultats encourageants pour la classification des essences d'arbres en ville avec un F1 score qui est autour de 70%. On a remarqué à travers ce travail que les images Pléiade, malgré leur très haute résolution spatiale de 50 cm, n'améliorent que faiblement les résultats de classification, tout comme le NDVI ou les modèles numériques de surface qui n'améliorent pas non plus si drastiquement les résultats de classification. Donc il est préférable au final pour des raisons de coût et pour décrire la phénologie des essences d'arbres d'utiliser des séries temporelles d'images satellitaires. Suite à ce travail, on s'est posé une question, vu que là on a utilisé du machine learning dit classique, est-ce que donc les approches de deep learning, qui sont vraiment en vogue en ce moment, pourraient améliorer ces classifications-là? Nos travaux actuels portent sur la classification des essences d'arbres en utilisant donc un modèle de deep learning qui est cette fois-ci adapté aux séries temporelles multivariées. Le modèle qu'on a choisi s'appelle Inception Time, c'est un modèle actuellement à l'état de l'art et l'un des modèles qui fonctionne le mieux sur tout type d'application, sur tout type de série temporelle. On a choisi la même approche que précédemment, seulement on a travaillé uniquement sur les séries temporelles d'images satellites, Sentinel-2 et Planète. Donc on a fait travailler 2 modèles Inception Time en parallèle, chacun sur l'une des 2 séries, et on les a fusionnés. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette technique-là, pour obtenir des résultats de classification. On obtient également 70% de F1 score, mais cette fois-ci non plus sur les 10 essences d'arbres majoritaires de l'Eurométropole, mais sur les 20 essences d'arbres majoritaires de l'Eurométropole de Strasbourg. Ces travaux seront publiés sous peu dans une revue internationale. Le papier est en cours d'écriture. Je vous remercie de votre attention et si vous voulez, vous avez accès à travers notamment mon site web au papier qu'on a présenté à IGARS cet été, en juillet, qui concerne cette partie sur le machine learning classique et la classification des 10 essences d'arbres majoritaires.
Voilà la présentation de Romain Vengue. Donc, je vous laisse la parole encore une fois en puissant pour une dernière présentation, il me semble, et ensuite on va répondre à vos questions. Très bien, oui. Donc, suite à la présentation de Romain, vous voyez que les laboratoires sont amenés à effectuer des recherches pour améliorer les connaissances sur le territoire et donc pour aller plus loin et pouvoir échanger justement avec les scientifiques. Donc là, je prends ma casquette, on va dire, du pôle de données TEIA. Eh bien, il existe un dispositif d'animation régionale thématique à l'échelle nationale qui se décline en régions, qui existe depuis l'année dernière. Donc, il y avait un historique un petit peu dans chacune des régions où les laboratoires échangeaient avec les communautés d'utilisateurs tels que vous. Et donc ici, ça s'est formalisé sous la forme de ce dispositif ART avec vraiment l'objectif de mailler le territoire, de trouver véritablement au sein de chacune des régions des lieux d'échange et de proposer des animations de types différents, que ce soit des ateliers, des séminaires, des webinaires, ça peut être des ateliers un petit peu plus techniques de mise en pratique, pour vraiment diffuser les informations et les services qui sont proposés par les scientifiques et les différentes infrastructures. Donc, pour vous donner des exemples très concrets, par exemple, dans la région Occitanie, depuis 2017, une initiative de ce type existe. Et dans ce type d'initiative, elle rassemble et elle est pilotée finalement et elle peut être accompagnée par à la fois des scientifiques et généralement l'écosystème recherche régional avec un ensemble de laboratoires, mais aussi un ensemble et un réseau d'utilisateurs publics et ou privés de la donnée. Donc en Occitanie, par exemple, vous avez OpenIG ou encore le CEREMA qui contribuent à l'animation avec les différents scientifiques et qui se concrétisent finalement par la programmation d'ateliers, de webinaires, où je vous ai mis ici quelques exemples, mais sans rentrer dans le détail. Donc on peut voir qu'à l'échelle régionale, on peut avoir des dispositifs qui vont être un petit peu différents et des dynamiques un peu différentes. Je vous présente ici un deuxième exemple qui se passe ici en Bretagne, où là aussi, avec un certain historique, où on a une animation régionale qui s'appuie sur un collectif de CRIGE, un peu à l'image d'anciennement Géo Grand Est qui est devenu Data Grand Est, donc Géo Bretagne, qui s'appuie aussi sur un dispositif plutôt privé Irispace et qui, en collaboration avec l'écosystème recherche, propose et programme au cours de l'année des ateliers et des webinaires. Je termine en vous donnant l'exemple, pas tout à fait encore du Grand Est, mais encore pour donner un troisième exemple avec une région qui nous a rejoint dernièrement, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, avec une initiative portée par l'écosystème ici régional, avec notamment le système IDEO, mais aussi d'autres associations et organismes tels que Cigogne, mais également les ateliers de la donnée qui sont pilotés au niveau des universités et tout un écosystème de la recherche sur lequel ça s'adosse pour programmer des webinaires un peu thématiques. Ça peut être très ciblé, par exemple sur la forêt, sur les îlots de chaleur, sur l'hydrologie, la sécheresse, et en tout cas tenir au courant et échanger sur les besoins, voir les retours d'expérience entre scientifiques et utilisateurs finaux. Enfin, en Grand Est, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces animations ? Eh bien, il y a eu des animations qui ont eu lieu par le passé en lien avec un projet structurant qui permettait d'effectuer des acquisitions régulières d'imagerie satellitaire Pléiade, donc les images que vous a montrées Romain, à 50 cm de résolution. Donc, une animation qui s'est un peu construite autour de ce projet-là entre 2016 et 2019 et qui a permis d'acquérir finalement une base de données d'imagerie satellitaire, un peu centrée, vous voyez, sur les quelques exemples ici qui étaient initialement Alsace, mais qui pourraient être étendus à certains secteurs d'intérêt dans le Grand Est, avec notamment des ateliers qui ont eu lieu au cours des années 2016, 2017, 2018, pour donner des exemples d'application de l'imagerie satellitaire. Et ce genre de rencontre a permis notamment de créer
des liens et des liens avec des organismes tels que le CEN ici et qui a donné lieu à des recherches collaboratives, notamment avec Guillaume Gamac qui va vous présenter le sujet suivant. Donc vraiment un type d'animation qui pourrait être relancé dans le Grand Est avec vous tous, utilisateurs de géodonnées et dont l'imagerie satellitaire peut être une des sources complémentaires dans vos bases de données. Donc merci à tous. Merci. Et donc, on va continuer avec les questions qui ont été posées par les publics dans les questions. Donc, je commence avec la question de Jean-Marc. Il travaille dans son service environnement et il souhaite identifier les défrichements. La fréquence des prix des vues des bases de données ortho de l'hygiène ne suffisent pas. Avez-vous des expériences sur le sujet? Alors, sur le défrichement, donc effectivement, c'est une des problématiques où l'intérêt de l'imagerie satellitaire peut être exploité, et notamment de par la résolution, la fréquence d'acquisition, donc la résolution dite temporelle, parce qu'on dispose d'un accès facilité et gratuit à notamment l'imagerie Sentinel-2 qui vous a été montrée, ou à l'échelle à une résolution de 10 mètres, en fait, on peut travailler à l'échelle d'une parcelle. Et donc, un défrichement, donc une coupe rase, je ne sais pas si c'est les termes qui peuvent être associés, mais en tout cas, des changements brutaux sur des séries temporelles comme ça, ce sont des éléments qui peuvent être détectés, ou en tout cas, il y a des approches qui ont montré déjà un certain intérêt. Il y a même un exemple de produit qui est sorti récemment sur une analyse à travers le temps entre 2018 et 2023, puisqu'on a cette chance d'avoir vraiment des images acquises tous les 5 ou 10 jours, en fonction des conditions atmosphériques bien sûr, mais qui ont permis de détecter des changements sur ces parcelles et notamment sous la forme de coupe rase. Intéressant, merci. On a une deuxième question de Victor Fernandez. Il se demande, est-ce que les données Sentinel de Planète et Pléiades sont ouvertes? Et si oui, comment y accéder? Alors, pour les données Sentinel-2, donc oui, ce sont des données librement accessibles et il peut exister différents portails d'accès. Et donc, à l'heure actuelle, il y aura un portail d'accès qui vient d'être lancé récemment, qui permettra justement d'accéder à ces données un petit peu plus facilement. Donc ça, on pourra donner les liens par la suite pour accéder à ça. Donc ça, c'est pour les images Sentinel-2. Donc pour les images Pléiades, à travers un catalogue qui s'appelle Dynamis, qui est le dispositif d'accès à de l'imagerie satellitaire à très haute résolution, qui est ouvert à tous les acteurs publics, eh bien, à travers la création d'un compte, vous pouvez effectivement accéder à un certain nombre d'images Pléiades qui sont soit en archive, c'est-à-dire déjà acquises depuis 2012, puisque ce satellite a été lancé en 2012, ou encore en programmation. Donc, on a les deux possibilités. Et là, il faut savoir aussi qu'il existe des dispositifs d'accompagnement, en allant voir sur le site internet de Dynamis, qui est un des dispositifs de Dataterra, avec des tutoriaux pour comment se créer un compte, comment aller regarder et chercher une image dans un catalogue, comment effectuer une demande de programmation. Il y a tout un accompagnement qui est prévu et qui pourrait faire l'objet d'animations spécifiques dans la région si le besoin était remonté. Et donc, dernièrement, c'était par rapport aux images planètes, peut-être. Oui. Donc, là, les images planètes. Donc là, ce sont des satellites avec une multitude de satellites plutôt privés. Et donc là, on a un accès un petit peu plus compliqué, compliqué dans le sens aussi qui nécessite une contribution financière qui peut être plus ou moins importante. Mais là aussi, il faut savoir qu'au niveau national, à travers le CNES, il y a des discussions en cours pour que des quotas soient accessibles au domaine de la recherche et aux acteurs publics. Et donc, elles sont moins facilement accessibles pour le moment,
mais c'est des choses qui sont en cours d'évolution et en cours de discussion pour faciliter cet accès-là par la suite. Parfait. On a une avant-dernière question de Eric Judy. Les séries temporelles sont-elles nécessaires ou peut-on avoir des résultats sur une unique acquisition satellitaire? Alors, tout dépend ce qu'on cherche. Vraiment, il faut vraiment bien identifier. Est-ce que je cherche à détecter un objet? Est-ce que je veux suivre quelque chose dans le temps ou pas? En fait, c'est pas, il n'y a pas une réponse unique à cette question-là. Et donc ça, justement, c'est pour répondre à ce type de questions ou donner des exemples, il faut pouvoir vous montrer des exemples d'applications aussi. Mais généralement, une image, ce qu'on peut dire, c'est qu'une image souvent ne suffit pas pour détecter, extraire, classifier certains objets. Parfait. Et on a une dernière question de Jean Bernard. Il dit que son service dispose d'un grand nombre de photographies aériennes réalisées en vue cavalière en hélicoptère. Serait-elle exploitable dans ce type de projet ou est-ce que pour l'instant, seules les images zénithales sont utilisées? Tout type de support image peut être exploité avec ce type d'approche. C'est bien l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre en entrée de ce type d'approche différentes sources de données, justement qui peuvent être hétérogènes, que ce soit des photographies aériennes, de l'imagerie optique ou de l'imagerie de différents types. Et avec ces méthodes d'apprentissage profond, on va pouvoir parfois justement faire découvrir au modèle, même si les approches par apprentissage profond restent un peu boîte-nard, mais on peut avoir des résultats qui peuvent être parfois surprenants. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'apanage non plus. Et parfois, des méthodes simples qui sont robustes et qui ont, enfin plus simples, on va dire, moins complexes, qui ont déjà montré leur intérêt par le passé, ne doivent pas être abandonnées pour autant. Parce qu'il ne faut pas, voilà, on peut déjà faire un certain nombre de choses avec des méthodes qui ont montré leur robustesse par le passé.